Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, la princesse Tizul. En 1969, un mineur de charbon travaillant au fond des mines près d'un petit village russe découvre un cercueil de marbre à près de 90 mètres de profondeur. Et à l'intérieur du cercueil se trouvait une femme flottant dans un étrange liquide rose-bleu parfaitement conservé. Et lorsque les mineurs russes ont ouvert le cercueil et vu la femme dans le liquide tourbillonnant, ils ont été choqués par sa beauté. Elle avait l'air d'avoir 30 ans et des yeux bleus brillants. Elle était vêtue d'une robe blanche très propre et cette femme, connue aujourd'hui sous le nom de princesse Tizul ou Tizulski, était si parfaitement conservée que les mineurs pensaient qu'elle avait l'air de dormir. Et selon l'histoire, la nouvelle de cette incroyable découverte s'est rapidement répandue. Un hélicoptère atterrit bientôt dans la mine de charbon et déclare que la zone est en quarantaine. Les autorités ont essayé de transporter le cercueil dans leur hélicoptère, mais il était trop lourd avec tout le liquide qu'il contenait. Ils ont donc pompé le liquide, mais cela a eu des conséquences inattendues. La belle femme dans le cercueil se serait décomposée dès que le liquide a disparu. Elle se serait ratatinée comme un vieux cadavre. Et lorsqu'ils ont remis le liquide dans le cercueil, elle a repris la forme d'une belle femme. Cela ressemble à un conte de fées, et malheureusement, c'en est probablement un. Car il n'y a aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé. C'est tout simplement une hallucination collective. La seule chose qui a été confirmée est qu'une mine de charbon a été exploitée près de ce village dans les années 60. Le reste de l'histoire provient toutefois d'articles non fondés et de rumeurs locales. Un professeur de Novosibirsk, qui aurait étudié la mystérieuse femme et son liquide rajeunissant, a affirmé qu'elle avait 800 millions d'années. Ça fait beaucoup là, non? Non, là vraiment il abuse. Elle serait donc plus vieille que le charbon dans lequel son cercueil a été retrouvé. Très dur d'y croire, mais l'histoire fascine tout de même toujours énormément de personnes. Numéro 7, la pierre de Dashka. La pierre de Dashka, également connue sous le nom de carte du créateur, déconcerte les scientifiques depuis sa découverte en 1999. Certains experts ont estimé l'âge de la pierre à 120 millions d'années. Et cette pierre semble représenter une série de projets de génie civil. Elle indique 12 000 km de canaux et de barrages, et la pierre semble également couverte de notes hiéroglyphiques détaillant les différents canaux. Ces notations n'ont jamais été déchiffrées, et ce qui est encore plus inhabituel, c'est que la carte semble avoir été réalisée à partir d'un point de vue aérien. En gros, c'est une sorte de plan, et donc la personne qui a créé la carte l'aurait fait en regardant d'en haut. Le mystérieux artefact a été découvert par des archéologues de l'université d'État de Bachkirie au fin fond de l'Oural russe. La tablette mesurait 15 cm d'épaisseur et près de 1,8 m de haut et pèserait environ 1 tonne. Elle semble être une carte topographique précise d'une région de l'Oural appelée Bachkirie. Et l'homme qui a découvert la pierre, Alexander Tchouvirov, l'aurait baptisée Dashka du nom de sa petite fille née le jour même de la découverte. La pierre se compose de 3 couches principales. La première est constituée d'un composé céramique, la deuxième d'un verre de diopside enrichi de silicium, et la dernière couche est constituée d'un mélange de porcelaine et de calcium. Il est donc impossible que cette chose ait été créée dans la nature. Quelqu'un l'a donc fabriquée en utilisant les différents éléments pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais qu'en est-il de la datation de 120 millions d'années ? Bien évidemment, c'est très loin de la réalité. La date a en fait été calculée à partir d'une paire de coquillages découverts dans la pierre. Les coquillages étaient enfermés dans la pierre, mais ils ont sûrement été rajoutés par quiconque l'a créé. Les coquillages ont peut-être été placés à l'intérieur de la dalle en guise de décoration. Une hypothèse plus raisonnable est que la tablette a été fabriquée il y a près de 3000 ans par une civilisation inconnue dans les montagnes de l'Oural. De nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, comment une civilisation ancienne a-t-elle pu créer une carte topographique aussi précise? Et comment ont-ils pu produire une vue aérienne presque aussi précise que Google Maps? Sans parler du procédé très avancé de la fabrication de la dalle en elle-même. Certains affirment qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que ce ne sont que des traits dessinés au hasard. Les autres pensent que la carte ressemble à la Bachkirie, mais qu'il s'agit en réalité d'un ennuyeux morceau de roche tout à fait naturel. Numéro 6, la momie sirène. En 2022, des chercheurs ont réfuté l'existence d'une sirène fossilisée qui captivait tout le Japon depuis des décennies.
La sirène était conservée dans une boîte en bois scellée dans un temple japonais de la préfecture d'Okayama depuis le 19e siècle. Il y a une quarantaine d'années, les gens ont cessé de vénérer cette étrange momie, qui a ensuite été mise dans une boîte et conservée au temple. Mais avant que les gens n'idolâtrent ce monstre de foire dans sa boîte d'exposition en verre, il aurait été capturé par un pêcheur à la fin des années 1730. Les chercheurs n'ont jamais pensé qu'il s'agissait d'une véritable sirène. Et rien n'indiquait non plus qu'il s'agissait d'un ningyo, une créature mythique du folklore japonais. Une créature présentant à la fois des caractéristiques de poisson et d'être humain. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'une sorte de création macabre à la Frankenstein, composée de diverses parties d'animaux. Ils pensaient qu'il s'agissait du torse et de la tête d'un singe qui avait été cousu sur le corps d'un poisson. Il est possible que cela ait été fait pour créer l'image d'une sirène hideuse, probablement utilisée comme un canular pour gagner de l'argent par d'anciens forains japonais. Mais en 2022, des chercheurs de l'Université des sciences et des arts de Kurashiki ont ramené la sirène dans leur laboratoire. Bien sûr, ils ont d'abord demandé aux prêtres du temple s'ils étaient autorisés à le faire. Ensuite, ils ont étudié l'artefact effrayant en utilisant toutes les techniques à leur disposition. Ils ont utilisé des scanners à rayons X et des tomodensitogrammes, la datation au radiocarbone et même l'analyse ADN. Mais ce qu'ils ont découvert était encore plus étrange que ce qu'ils avaient prévu auparavant. Le torse n'appartenait pas à un singe, quelqu'un l'avait fabriqué avec beaucoup d'habileté à partir de tissus, de papier et de coton. Il a été peint avec un simple mélange de sable et de charbon de bois, puis le torse a été recouvert de poils d'animaux et d'écailles de poissons. Les mâchoires de la créature, quant à elles, proviennent d'un poisson prédateur et ses mains sont probablement celles d'un raton laveur. La datation a révélé que la créature avait été assemblée vers le début des années 1800. Les chercheurs de l'université pensent qu'elle a été fabriquée par quelqu'un qui voulait faire croire aux habitants de la région que les légendaires ningyo étaient bien réels. Et cette histoire n'est même pas très étrange pour le Japon. Il existe au moins 14 autres exemples de sirènes au Japon. Quelqu'un voulait vraiment que les gens croient en des créatures mythologiques à tête humaine. En effet, les ningyo étaient réputés pour avoir des propriétés curatives et celui qui a fabriqué les sirènes a dû faire fortune. Numéro 5, le mystère de la lèpre. La lèpre est une maladie ancienne que les scientifiques n'ont jamais pu élucider. La lèpre est une énigme, une maladie infectieuse chronique causée par la bactérie Microbacterium leprae, ou plus simplement Bacille de Hansen. Dans la nature, l'un des seuls porteurs de la bactérie est le tatou à 9 bandes. Mais comment une maladie causée par un tatou quelconque a-t-elle pu conduire à l'une des affections humaines les plus dévastatrices jamais apparues? Ou mieux encore, comment un tatou d'Amérique du Sud a-t-il pu infecter des personnes en Europe, ou pire, en Inde, où les premiers cas de l'histoire sont documentés? Vous avez probablement déjà entendu parler de la lèpre, mais savez-vous exactement ce qu'elle fait au corps humain? La lèpre s'attaque à la peau, aux nerfs et aux muqueuses. L'infection se traduit par des taches blanches dégoûtantes sur toute la surface de la chair, et les muscles de la personne atteinte s'affaiblissent et s'engourdissent. La personne finit par être frappée de paralysie, ce qui entraîne des infections et des lésions très graves des membres. Le premier cas, accepté comme une véritable description de la lèpre, a été enregistré en 1400 avant notre ère, quelque part en Inde. Mais même les scientifiques modernes ne savent pas comment la lèpre est apparue, ni comment elle se propage. Vous serez peut-être choqué d'apprendre qu'il n'existe même pas de moyen simple et fiable de vérifier si une personne est bel et bien atteinte de la lèpre. Chaque année, on dénombre environ 200 000 cas de lèpre, et la plupart des cas proviennent du Brésil, de l'Inde et de l'Indonésie. Et on pense que le Brésil est si atteint parce que les gens chassent toujours les tatous et mangent leur viande, et comme vous le savez, les tatous sont capables de propager la lèpre. Aux États-Unis, environ 250 nouveaux cas de lèpre sont recensés chaque année, mais on ne sait toujours pas exactement comment les Américains sont infectés. La propagation et la contraction de la lèpre continuent de déconcerter les experts jusqu'à nos jours. Mais certains scientifiques pensent que ce sont les êtres humains, les Européens, qui ont infecté les tatous avec la maladie il y a 500 ans. Mais je suppose qu'après avoir vu un virus de chauve-souris mettre le monde en pause, on ne s'étonne plus de rien. Numéro 4, l'île d'Esvedra. Depuis que Platon a décrit la cité perdue de l'Atlantide vers 330 avant notre ère, celle-ci n'a cessé de fasciner et d'émerveiller.
La description de Platon a toujours incité les spécialistes à penser que l'Atlantide existait près du détroit de Gibraltar, au bord de la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Mais des affirmations plus récentes situent l'Atlantide en Antarctique, dans les Caraïbes et même en Turquie. Platon a cependant affirmé que l'Atlantide se trouvait quelque part près des côtes espagnoles et marocaines d'aujourd'hui. Et l'un des sites potentiels de l'Atlantide est l'île mystique d'Esvedra. L'île d'Esvedra se trouve à environ 3 km de la côte d'Ibiza, mais elle est aux antipodes de cette dernière. Alors qu'Ibiza accueille plus de 6 millions de touristes par an, Esvedra est véritablement une île fantôme. La plupart des gens n'ont même pas le droit de mettre les pieds sur l'île. Elle est inhabitée et interdite d'accès car elle fait partie d'une réserve naturelle. La faune y est très abondante avec des lézards aux couleurs vives accrochés aux falaises rocheuses. Elle abrite également des mouettes et des faucons en voie de disparition et plus de 150 espèces végétales très rares. Et techniquement, aucune découverte n'est venue étayer la théorie selon laquelle l'île abritait autrefois l'Atlantide ou quelconque habitation humaine, mais il existe quelques légendes et rumeurs très intéressantes. L'une d'entre elles veut que l'île ait été le lieu de naissance de Tanit, une déesse très importante pour les Phéniciens. On dit également que l'île abritait des sirènes et des nymphes marines qui entraînaient les marins vers leur perte. Et certains marins ont même affirmé avoir vu d'étranges cercles de lumière émerger de la mer au large de l'île. Et selon un autre mythe, l'île était autrefois beaucoup plus grande et reliée à Ibiza. L'actuel Esvedra n'était que la pointe d'une énorme montagne avec l'Atlantide en contrebas. Mais il y a 15 000 ans ou 12 000 ans, le niveau de la mer aurait monté et l'Atlantide aurait coulé. Et aujourd'hui, tout ce qui resterait du continent supposé, ce sont les falaises rocheuses et escarpées d'Esvedra. Numéro 3. Les cercles de Junapani. Junapani est une région préhistorique de l'État indien du Maharashtra. C'est un endroit assez ordinaire composé de vastes champs verts et de beaucoup de rien. Mais il abrite également quelques 300 cercles de pierre déconcertants que les scientifiques n'ont jamais pu élucider. Les fouilles ont commencé en 1879 et les archéologues ont trouvé toute une série d'objets étranges. Ils ont découvert des poignards en fer, des bracelets, des burins en fer, une grande variété d'outils aléatoires. Les chercheurs ont également découvert des morceaux de poterie noire et rouge, ainsi que des sépultures, bien qu'elles n'aient pas fait l'objet d'études approfondies. Seule la moitié environ des cercles de pierre de Junapani a fait l'objet de la moindre étude. Mais la plupart d'entre eux se trouvent dans la brousse et disparaissent lentement dans l'obscurité. Les premières traces d'occupation humaine dans la région remontent à environ 1000 avant notre ère, époque à laquelle les cercles de pierre mégalithiques ont commencé à être construits. La datation suggère qu'une culture est apparue il y a 3000 ans et s'est lancée dans la construction de cercles de pierre. Ils ont finalement terminé après 1300 ans et le cercle de pierre le plus ancien de tous date de 300 de notre ère. Mais le qui et le pourquoi restent les plus grands mystères non résolus. Les archéologues ne savent pas si les cercles de pierre étaient utilisés pour l'astronomie ou la cosmogonie. Certains cercles contiennent des restes humains et des objets funéraires, mais il est difficile de savoir s'ils ont tous été utilisés spécifiquement pour des enterrements ou bien ce n'est que bien plus tard que des personnes y ont été enterrées. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces cercles de pierre sont toujours en usage. Les chercheurs ont trouvé des collections de plumes de poulet au hasard près des pierres, ce qui signifie que les gens reviennent dans les cercles pour mener des rites, et ce, même à l'époque moderne. Numéro 2. Le château de Pennard. On ne sait presque rien du mystérieux château de Pennard dans le sud du pays de Galles. L'histoire du château s'est perdue dans le vent du temps et tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont les briques et les pierres qui ont été utilisées pour construire la structure, ainsi que quelques murs qui semblent pouvoir s'écrouler à tout moment. La plupart des historiens s'accordent à dire que le château a probablement été construit au XIIe siècle de notre ère. Un petit village s'est alors développé autour du château, mais il n'en reste quasi rien aujourd'hui. Le seul signe de l'existence du village est le mur d'une église en ruine. Le château d'origine n'était guère plus qu'une fortification en bois avec un donjon primitif en pierre. Il a peut-être été construit par Henry de Beaumont, le premier comte de Warwick, mais ça ne reste qu'une supposition. En 1400, le château de Pennard était déjà abandonné.
Toute la région s'était transformée en une sorte de village fantôme sans que l'on sache ce qui avait effrayé tout le monde. Les archives ne mentionnent aucune attaque contre le château, mais une légende locale est liée à un groupe de fées. Le propriétaire du château aurait refusé aux fées locales le droit de danser à son mariage, si bien que les fées auraient envoyé une tempête pour détruire l'édifice. Une montagne de sable sortit alors de la mer et mit le château en pièces. Le baron et tous les autres habitants furent alors contraints de fuir. Et la légende est probablement inspirée de ce qui s'est réellement passé. Les experts pensent que les dunes de sable ont très lentement envahi le village et le château jusqu'à ce que toute la région devienne impossible à habiter. Numéro 1. L'hybride. En 2018, des chercheurs ont découvert dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie, les restes squelettiques d'un enfant à l'intérieur d'une grotte. Il ne s'agissait pas d'un squelette complet puisqu'il ne restait qu'un seul os et quelques dents. Néanmoins, les chercheurs ont pu avoir recours au séquençage ADN pour découvrir une vérité complètement choquante au sujet de l'enfant. L'os et les dents appartiennent à une jeune fille ancienne qui est toujours le seul hybride connu de l'histoire. Cela veut dire qu'elle est née de deux espèces humaines distinctes. Son père était un ancien Denisovin, mais sa mère était une néandertalienne. Et la grotte où ces restes ont été découverts était peuplée de néandertaliens. Mais personne ne sait ce que cela signifie. Les néandertaliens et les Denisovins étaient des types d'humains totalement différents. Ils se sont séparés l'un de l'autre sur l'arbre de l'évolution il y a environ 400 000 ans. Les scientifiques savent qu'il y a eu une reproduction entre les espèces, mais jusqu'en 2018, ils n'en avaient jamais trouvé la preuve définitive. Il est difficile de trouver la moindre preuve de l'existence des Denisovins, car les seuls fossiles les concernant ont été collectés en Sibérie, alors que les néandertaliens ont été découverts dans toute l'Europe. Les scientifiques ont surnommé l'enfant Denis, mais la raison de sa naissance reste une question sans réponse. L'ADN des néandertaliens et des Denisovins est si différent qu'il est facile de les distinguer lors de l'analyse des restes anciens. Il est très peu probable qu'ils se soient fréquemment croisés, sinon leur ADN se serait rapproché. S'agirait-il donc d'une histoire d'amour interdite entre deux espèces humaines disparues il y a 90 000 ans, une sorte de Roméo et Juliette primitif? Et ce qui a été découvert dans ces tunnels sous la jungle amazonienne a laissé les scientifiques sous le choc. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.